Chers amis, c'est un long chemin pour venir jusqu'à vous. Mais quand on est arrivé, quelle récompense! Je suis heureux depuis 48 heures maintenant d'avoir retrouvé la Nouvelle-Calédonie, la beauté de ses paysages, la bienveillance de sa population, beaucoup d'amis d'hier, beaucoup d'amis nouveaux. J'en ai rencontré un grand nombre en 48 heures et j'en vois ce soir très nombreux pour cette rencontre citoyenne. Merci d'être venu à ma rencontre. Et merci à vous, monsieur le député, cher Philippe Gomez, d'avoir pris cette initiative. Vous en aviez parlé effectivement à Paris, j'ai accepté la règle du jeu. Et c'est donc avec grand plaisir que je répondrai tout à l'heure à vos questions. Je me réjouis aussi de voir beaucoup de personnalités présentes ici ce soir. Jean Lec, maire honoraire de Nouméa. Je n'arriverai pas à faire aussi bien que vous, cher Jean. Je ne serai pas aussi longtemps maire de Bordeaux que vous l'avez été de Nouméa. J'ai bien pris le chemin, je suis déjà une bonne vingtaine d'années, enfin. Je voudrais aussi saluer le président du gouvernement, enfin tous les Philippe qui sont là. J'ai compris qu'il y en avait plusieurs, donc je ne vais pas les énumérer à nouveau. Me réjouir de la présence d'Isabelle Lafleur, de Gilles Brial et de toutes les personnalités qui se sont rassemblées ce soir. Je suis accompagné par Dominique Perben, qui m'a aidé à mieux comprendre la Nouvelle-Calédonie. Vous êtes un peu compliqué, hein, mais on vous aime, comme ça. Et puis aussi Arnaud Dangean, député européen. Je crois qu'un autre député européen est également présent, Franck Proust, ce soir, qui nous fait l'amitié de sa présence. En arrivant ici, sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, j'ai tenu à saluer deux hautes figures dont le courage politique et la vision à long terme ont permis à la Nouvelle-Calédonie de sortir de la violence, de retrouver le chemin de la paix civile et de la reconnaissance mutuelle entre les communautés qui font la Nouvelle-Calédonie. Je pense bien sûr à Jacques Lafleur, mon ami Jacques Lafleur, sur la tombe duquel j'ai été déposer une gerbe en arrivant ici, mais aussi à Jean-Marie Djibaou, que j'ai moins connu, mais dont le fils m'a accueilli dans ce beau centre culturel si magnifiquement situé devant cette baie magnifique. Je voudrais aussi avoir avec vous une pensée pour quelqu'un qui a beaucoup œuvré à cet apaisement de la Nouvelle-Calédonie et qui vient de nous quitter, Michel Rocard, dont je ne partageais pas les idées politiques. Il était socialiste et vous savez que je ne le suis pas. Je suis gaulliste et il ne l'était pas. Mais dans le travail commun que nous avons fait pour tenter de relancer la machine économique française, ou dans le livre que nous avons rédigé en commun, j'ai trouvé un homme de grande qualité et je voulais lui rendre ce soir cet hommage maintenant qu'il nous a quittés. Un nouveau rendez-vous historique est devant nous. Et Philippe vient de l'évoquer à l'instant. Il a été fixé par l'accord de Nouméa il y a presque 20 ans maintenant. Il nous attend dans quelques mois, dans 2 ans, en 2018. Et ce rendez-vous, il ne faut naturellement pas le manquer. La consultation référendaire, c'est ce que j'ai cru comprendre dans tous les entretiens que j'ai eus depuis mon arrivée ici, doit avoir lieu et devra permettre l'expression d'un choix clair. Permettez-moi, sans préjuger de ce choix, de vous dire quelle est ma conviction profonde. Ma conviction, c'est que l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie et l'intérêt de la France, c'est que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France, demeure dans la France. C'est l'intérêt de la France parce que nos outre-mer, et tout particulièrement la Nouvelle-Calédonie, sont une chance pour notre pays. Nos outre-mer nous donnent une présence au monde exceptionnelle qui fait la grandeur de notre pays, la grandeur de la France à laquelle le général de Gaulle, que vous avez évoqué tout à l'heure, était tellement attaché. Il nous donne aussi le deuxième espace maritime le plus vaste du monde, la deuxième zone économique exclusive du monde, et vous savez à quel point dans les décennies qui sont devant nous, la mer sera importante, parce qu'elle recèle d'immenses richesses, des richesses énergétiques, des richesses minérales. Et puis, nos outre-mer, c'est aussi une diversité humaine, une richesse humaine et culturelle,
à laquelle, pour ma part, je suis très attaché et qui fait aussi l'identité de la France. Voilà pourquoi la France a intérêt à ce que la Nouvelle-Calédonie demeure dans la France. Mais je crois que c'est aussi l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'on le voit bien, et je m'en suis rendu compte depuis que je suis arrivé, à quel point l'État ici est utile, pour ne pas dire nécessaire. Il l'est pour organiser et accompagner un dialogue politique qui ne se déclenche pas toujours spontanément, il faut bien le dire. Il est aussi pour intervenir sur le plan économique, et on vient de le voir il y a très peu de jours, avec son engagement, parallèlement à celui des ramettes, pour assurer la pérennité à court terme, je l'espère à plus long terme, de la SLN. Vous avez donc décidé, dans ce référendum, dans cette consultation référendaire de 2018, je comprends les inquiétudes que cela peut susciter chez les uns et les autres. Il faut donc, j'en ai parlé beaucoup depuis mon arrivée ici avec tous les responsables politiques que j'ai rencontrés, il faut donc trouver les voies et les moyens de répondre à ces inquiétudes. De sorte que, au lendemain du référendum, et quel que soit le résultat de ce référendum, personne n'ait le sentiment d'être exclu. Et il n'est sans doute pas trop tôt pour y réfléchir et pour y travailler. Pour réfléchir aux évolutions et aux garanties qui permettront d'assurer sur la durée, sur la longue durée, la paix civile et l'harmonie entre les communautés. Voilà ce que je pense sur cette question qui pour vous est cruciale, j'allais dire vitale. Alors je sais bien que, comme dans tout débat démocratique, il y a ici des sensibilités diverses, des divergences sur la politique économique et sociale à mener. Ça serait bien étonnant que ce qu'on constate un peu partout dans la métropole ne se retrouve pas ici. Mais quand l'essentiel est en jeu, et en 2018, c'est l'essentiel qui sera en jeu, c'est l'avenir même de ce territoire et de ses populations pour les générations à venir, je crois qu'une nécessité s'impose. Cette nécessité, c'est celle de l'unité et du rassemblement. C'est pourquoi je l'ai dit ici, j'ai appelé au rassemblement de toutes les forces qui partagent cette vision de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, et je vous appelle à nouveau, dans cet esprit, au rassemblement ce soir. J'espère que cette rencontre sera un signal positif dans cette direction. J'ai parlé du référendum de 2018, mais il y a d'autres échéances avant, auxquelles vous allez évidemment participer. Je ne ferai pas, et je crois que c'est l'intention d'à peu près tous les candidats, je ne ferai pas de la question calédonienne un sujet de débat, d'affrontement ou de surenchère à l'occasion de l'élection présidentielle. J'ai tenu à vous dire ce que je pensais et quelle sera ma ligne si demain le peuple de France me confie la responsabilité de le conduire au cours du prochain quinquennat. Mais, je le répète, c'est à vous de prendre cette décision. Vous allez participer donc également au choix du futur président de la République. Ça commence dans peu de mois, 3 mois, 4 mois. Le mois d'août est un peu neutralisé en métropole, avec les élections primaires qui auront lieu le 20 et le 27 novembre prochain. Je ne vous en parlerai pas longuement, je voudrais simplement rappeler pourquoi elles sont nécessaires. À partir du moment où le paysage politique de la France a changé, où il n'y a plus ces deux grands blocs de la droite et de la gauche qui caractérisaient notre vie politique, mais où est apparu, a émergé, s'est renforcée une extrême droite et également aussi, il faut bien le dire, une extrême gauche importante. Vous voyez bien que si nous ne sommes pas capables d'aller au premier tour de l'élection présidentielle avec un candidat qui ait suffisamment de poids, d'autorité, pour incarner toute la droite et tout le centre, nous risquons purement et simplement de ne pas nous retrouver au deuxième tour. C'est ça, la finalité profonde des primaires, et c'est la raison pour laquelle il faut les réussir. Une petite anecdote, hier j'étais sur une place centrale de Douméa, j'y reviendrai dans un instant, et je vois une dame se précipiter vers moi et me dire « Ah, je suis bien triste, je ne vais pas pouvoir voter pour vous aux primaires. » Et j'ai dit « Pourquoi ? Vous en avez envie ?»« Eh oui, j'en ai envie, mais je ne pourrais pas. » Vous serez à l'étranger, vous serez loin d'ici. Non, non, pas du tout, j'ai pas ma carte du parti. Je lui ai répondu, on ne vous demandera pas la carte du parti. D'aucun parti d'ailleurs. Ni des Républicains, qui est mon parti, ni d'autres partis. Et je crois qu'il faut sans cesse le répéter. Ces primaires n'ont de sens que si elles sont largement ouvertes à la droite, au centre, peut-être même au-dessus du hollandisme. J'ai l'impression que c'est le parti qui progresse le plus en ce moment. Ça doit recruter beaucoup de ce côté-là.
Donc pourquoi pas? Et puis, il se peut aussi qu'il y ait des électeurs qui ont été séduits dans le passé par le Front National et qui d'un coup se disent où est-ce que ce parti nous amène? Peut-être que ce qui se passe en Grande-Bretagne depuis le vote du Brexit leur ouvre les yeux sur les risques de la démagogie et du populisme. Voilà dans quel esprit moi je les aborde, ces primaires, un large rassemblement de tous les citoyens de bonne volonté qui ont envie de repartir sur des bases nouvelles. Et je n'ai que deux adversaires dans ce combat. Le Front National, je viens de le dire, et puis le pouvoir en place qui nous a conduits dans une situation extrêmement difficile. Pour le reste, ce sont des concurrents. Donc, j'appelle tous ceux qui me soutiennent à être dans cet esprit-là. On ne s'attaque pas aux concurrents. On évite les petites méchancetés qui font tellement plaisir dans la vie politique. On sait faire. Il n'y a rien de plus facile que de dire du mal de ses amis. Essayons de nous réfréner parce qu'il va bien falloir qu'un jour nous nous retrouvions. Et qu'au soir des primaires, on se retrouve tous autour de celui qui les aura gagnés. Et celui-ci nous conduira à l'élection présidentielle du mois d'avril et de mai prochain. Je voudrais vous dire très simplement, et sans être trop long, pourquoi j'ai décidé d'être candidat. On me pose parfois la question. Eh bien, je veux être candidat parce que j'aime la France. Et je suis sûr que ce sentiment patriotique est largement partagé ici ce soir. Je veux être candidat parce que je ne me résigne pas à voir la France aujourd'hui s'enfoncer petit à petit dans un marasme profond et décliner année après année. J'ai décidé d'être candidat parce que j'ai la conviction que la France a tous les atouts pour rebondir demain et que je peux aider à ce sursaut et à ce rebond. Voilà mes raisons et mon message ce soir tiendra en deux mots, pour résumer, lucidité et espérance. Lucidité d'abord parce que il faut ouvrir les yeux sur la réalité, de profondes réformes vont être nécessaires pour remettre la France sur pied. Et ça ne sera pas simple. Il faut les annoncer à l'avance. Il faut dire la vérité avant les élections, pas après. Notre pays ne va pas mieux. Il y a une seule personne qui pense le contraire. Il y a une seule personne en France qui pense que la France va mieux. Le petit problème, c'est que c'est le président de la République. Il faudrait à lui aussi ouvrir les yeux. Non, la France ne va pas mieux, son économie se traîne, avec une croissance faible, un taux de chômage qui reste très élevé, aux alentours de 10%, des déficits publics que nous n'arrivons pas à maintenir, et vous savez que quand les déficits continuent, la dette s'accroît. Et nous allons laisser, si nous continuons, à nos enfants une charge de dette qui sera insupportable sur leurs épaules. Et c'est pour cela qu'il faut arrêter cela. Donc notre économie ne se porte pas bien, et pas simplement pour des raisons conjoncturelles, pas simplement parce que c'est la crise un peu partout, pour des raisons profondes, pour des raisons structurelles. Notre industrie, par exemple, a décliné profondément, et même notre agriculture, qui était la première agriculture d'Europe il y a quelques années, est aujourd'hui en 3e ou 4e position. L'Allemagne nous est passée devant. Les Pays-Bas, pas un pays gigantesque, les Pays-Bas. Les Pays-Bas nous sont passés devant parce que nous avons laissé notre agriculture perdre de sa compétitivité. Donc, voilà toute une série de constats que nous devons regarder en face. La société française ne se porte pas bien non plus. Et elle est aujourd'hui entre déprime et exaspération ou colère. Si bien qu'elle est sensible aux discours les plus populistes. C'est bien que ce mot, parfois, populisme est utilisé à tort ou à travers. Moi, j'en ai une définition très claire. Le populisme, ça consiste à dire aux gens ce qu'ils attendent, ce qui leur fait plaisir, même si c'est pas vrai. Et ça marche très bien en ce moment. Et c'est un danger pour notre démocratie. La France ne va pas bien ensuite parce que le pouvoir est largement discrédité. Et les Français n'ont plus confiance ni dans le président de la République, ni dans le gouvernement qui essaye de faire quelques timides réformes et qui n'a plus la légitimité nécessaire pour les faire. C'est ça qui explique largement le blocage. Et puis ce qui m'attriste encore beaucoup, c'est que notre pays a perdu de son influence dans le monde. La voix de la France est devenue quasiment inaudible sur la scène internationale et en Europe. Il y a ici des députés européens qui pourraient le dire. Hein. Ni au Conseil européen, ni au sein de la Commission, ni au Parlement européen, nous ne jouons le rôle que nous avons joué dans le passé. Toute la construction européenne a été faite à l'initiative de la France, et aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Voilà le constat, et voilà pourquoi je dis qu'il faut regarder la situation avec lucidité, voilà pourquoi je dis qu'il va falloir changer profondément et engager des réformes qui ne seront pas faciles à faire accepter et à mettre en œuvre. Je me suis fixé 3 grandes priorités, et j'y ai beaucoup travaillé.
depuis des mois et des mois. Pas tout seul. Je n'ai pas la prétention de sortir des idées géniales de mon crâne, ni du travail de quelques groupes d'experts qui se seraient réunis dans mon QG à Paris. Non, j'ai voulu aller à la rencontre des Français. Ça fait 2 ans que je fais ça. Toutes les semaines. Je passe 2 jours, minimum, en province, en région, ou outre-mer, pour rencontrer mes concitoyens, les écouter, essayer de les comprendre et bâtir avec eux un projet qui soit de nature à remettre la France sur les rails. Je vous disais que ce projet, que j'ai exprimé dans des livres, dans des brochures, je voudrais ce soir le résumer autour de 3 grandes priorités. Première priorité, restaurer l'autorité de l'État et d'un État fort qui doit protéger les citoyens. Et vous voyez bien que c'est une priorité absolue aujourd'hui, parce que nous vivons dans un monde dangereux, les menaces sont de toutes sortes, et seul l'État régalien a la capacité de répondre à ces menaces. C'est la raison pour laquelle il faudra consentir dans les années qui viennent un effort supplémentaire pour notre défense nationale. Nous avons la chance d'avoir une des meilleures armées du monde. C'est l'occasion pour moi ce soir de rendre hommage à nos soldats. Ils sont courageux, professionnels, loyaux, disponibles, qui se battent au Mali, qui se battent dans le ciel de la Syrie ou de l'Irak, ou ailleurs encore dans d'autres opérations extérieures. Et donc il faudra leur donner les moyens d'assumer les missions que nous leur conférons. Ça nécessitera des efforts budgétaires supplémentaires. L'autorité de l'État aussi, c'est la lutte contre le terrorisme. Cette menace terrible qui ne faiblit pas. J'ai vécu hier un moment émouvant. Je l'évoquais à propos d'une anecdote sur les primaires, mais ce n'était pas l'essentiel de cette rencontre, sur une des grandes places de Nouméa, où les hommes et les femmes qui étaient là rassemblés ont exprimé leur solidarité vis-à-vis de la population de Nice. Nice et Nouméa sont jumelés, et c'était, je le répète, émouvant de voir avec tant de milliers de kilomètres de distance entre nous que nous étions proches par le cœur, cette population si fortement éprouvée. J'ai dit à propos de la terrible tragédie de Nice qu'on pouvait faire plus et faire mieux. Alors les grands dignitaires du Parti socialiste, du gouvernement, me sont tombés dessus en disant que j'avais rompu l'unité nationale. Mais ils le faisaient. L'unité nationale, c'est le recueillement autour des victimes. C'est la solidarité envers les familles et envers les blessés qui sont encore nombreux à lutter pour leur vie. C'est l'unité dans la condamnation farouche de ces actes. C'est l'unité aussi pour relever le défi et résister. Mais ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux sur la réalité. Alors je ne veux pas préjuger de ce que les enquêtes en cours, judiciaires ou administratives diront, mais il apparaît de plus en plus qu'on pourrait faire plus et qu'on peut faire mieux pour lutter contre le terrorisme. J'ai fait beaucoup de propositions en ce sens dans le livre que j'ai publié en janvier et qui s'appelait « Pour un État fort ». D'abord, il faut déployer davantage les forces de l'ordre sur le terrain. J'ai rendu hommage à nos soldats, je voudrais aussi rendre hommage à nos policiers, à nos gendarmes, à nos soldats aussi, dans le cadre de l'opération Sentinelle, qui sont présents sur le terrain depuis des mois et des mois, qui sont harassés d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'on leur demande beaucoup, et qu'il faut soulager. Dans ce livre de janvier, je proposais qu'on déploie davantage les réserves opérationnelles de la police, de la gendarmerie sur le terrain, pour soulager nos gendarmes, nos policiers et nos militaires. Le président de la République vient, enfin, de le décider, 6 mois après. Lutter contre le terrorisme, et Arnaud Danjean, qui connaît bien ces questions, ne me démentira pas, c'est aussi perfectionner nos systèmes de renseignement qui ne marchent pas tout à fait comme ils devraient marcher, ils ne sont pas suffisamment coordonnés les uns avec les autres, et puis surtout on a négligé ce qu'on appelle le renseignement territorial, c'est-à-dire ces fonctionnaires qui sont sur le terrain, qui écoutent ce qui se passe, et qui font remonter ce qu'on appelle les signaux faibles pour détecter des changements de comportement qui pourraient annoncer de la radicalisation ou des actes terroristes. Il faut aussi améliorer la réponse pénale au terrorisme. C'est pas moi qui le dis. Après l'assassinat de 2 policiers français à Maillanville, un couple, vous vous souvenez, dans de terribles circonstances, c'est le juge d'instruction Trévidic, spécialisé dans le terrorisme, qui lui-même a dit certaines sanctions prévues dans le code pénal aujourd'hui ne suffisent pas, si bien qu'on remet en circulation, une fois qu'ils ont purgé leur peine, des terroristes qui devraient y rester plus longtemps. Donc il faut améliorer la sanction pénale, et j'y reviendrai aussi dans un instant, il faut s'en donner les moyens. Et puis, enfin, il faut lutter farouchement contre la radicalisation des esprits. C'est un grand combat qui est devant nous. Vous connaissez ma position, elle n'est pas toujours facile à expliquer, à faire comprendre, parce que dans le monde où nous vivons, plus c'est simple et mieux ça passe.
quand c'est un peu trop équilibré, quand on essaye de réfléchir un peu et de prendre un peu de hauteur et de distance, c'est plus compliqué. Et on a du mal à se faire suivre. Je pense que la laïcité, c'est la reconnaissance de la liberté de religion, de toutes les religions, hein, y compris de la religion musulmane, à condition qu'elle respecte strictement les lois de la République, les valeurs de la République, les principes de la République, comme l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc pas d'amalgame entre cette question-là et puis la lutte contre la radicalisation qui, elle, doit être menée farouchement à l'école. Il n'est pas acceptable que dans certaines situations, des élèves contestent à l'école des vérités historiques. Quand on parle de la Shoah, il arrive que des élèves se lèvent en disant « tout ça c'est des mensonges, c'est un complot américano-juif ». Non, c'est une vérité historique et nos enseignants doivent être armés intellectuellement et administrativement pour combattre ces dérives de radicalisation. La radicalisation, elle est ensuite sur les sites Internet. Internet, c'est formidable. Et c'est aussi en partie la poubelle, hein, dans laquelle on trouve des choses abominables. Et donc il faut se donner les moyens de réprimer la consultation régulière de sites djihadistes et surtout de les faire taire. Et on peut y arriver, on l'a fait pour les sites pédopornographiques. Radicalisation aussi dans les prisons. Dans ce livre de janvier dont je vous parlais, j'avais proposé la création d'une police pénitentiaire. Parce qu'on sait que dans les prisons, il circule énormément d'informations qu'on ne collecte pas, qu'on ne détecte même pas. Et je vois qu'on y vient, enfin, le nouveau garde des Sceaux en a parlé. Puis enfin, lutte de la radicalisation dans certains lieux de culte, quand dans certains lieux de culte, dans certaines mosquées, on diffuse des messages qui appellent au djihad, à la haine, à la mort, et qui nient les valeurs de la République, il faut les fermer. Il paraît qu'on a complété l'état d'urgence pour qu'on puisse le faire. Enfin, ça tombait sous le sens. Quand on viole les lois, on a tous les arguments pour le faire. Et si certains imams prônent ces paroles de haine et de mort, eh bien, s'ils sont français, il y a la prison, et s'ils ne sont pas français, il y a l'expulsion. Et je crois que là-dessus, il faut être extrêmement ferme. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette lutte contre le terrorisme qui va être longue et difficile et qui va exiger une grande mobilisation de la nation. Puis aussi, dans les fonctions régaliennes de l'État, il y a la sécurité, alors cette fois-ci dans la vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de travail. C'est aussi une responsabilité majeure de l'État que de l'assurer. Et là encore, dans un tout autre domaine, ne mélangeons pas tout, bien sûr, il y a péril dans la demeure, tout particulièrement dans nos outre-mer, où on assiste à une dégradation très préoccupante de la situation de sécurité. Quand vous parlez de Mayotte, j'y étais au mois de décembre, mais là, on est au bord de l'explosion. Et même ici, en Nouvelle-Calédonie, où vous avez été habitué à une certaine sérénité, à une certaine tranquillité publique, on voit que la situation se dégrade. Un chiffre m'a été donné, 1500 délits de plus en 2015 par rapport à 2014. Donc là aussi, il faut absolument réagir, et j'évoquerai deux réponses qu'il faut apporter à la dégradation de la situation. D'abord, la présence des forces de l'ordre sur le terrain, qui doivent être suffisamment nombreuses et déployées pour qu'il n'y ait pas de zone de non-droit, et puis une réponse pénale adaptée. J'ai préconisé le retour à ce qui avait été créé avant 2012, du temps de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire des peines planchées pour les multirécidivistes. Je pense aussi que vis-à-vis des jeunes délinquants, il ne faut pas se contenter de sanctions ou de mesures éducatives, comme on dit. Au bout de 2 mesures éducatives ou de 3 mesures éducatives, il faut aller à la sanction. Et enfin, ça me paraît extrêmement important, et ce sera un changement radical de politique pénale par rapport à ce qui se passe depuis 2012. On ne peut pas partir du principe qu'il n'y a plus de place dans les prisons pour dire qu'on ne met plus les gens en prison. Parce que c'est un signal absolument désastreux vis-à-vis de la délinquance ou de la criminalité. Il faut donc faire ce que Dominique Perben, quand il était garde des Sceaux, avait entrepris de faire, c'est-à-dire lancer un programme de construction de places de prison supplémentaires. J'en ai proposé 10 000. Cela concerne ici le territoire, car si j'ai bien compris, il y a besoin d'un équipement pénitentiaire supplémentaire en province du Nord. Il faudra évidemment le lancer rapidement. Voilà, j'étais un petit peu long sur ces questions de sécurité, d'autorité de l'État, mais je sais qu'elle vous préoccupe, comme préoccupe aujourd'hui l'ensemble des Français. La deuxième grande priorité, ce sera de donner à nos jeunes, et à tous nos jeunes, de meilleures chances de réussir leur vie. C'est une responsabilité qui doit peser sur les dirigeants d'un grand pays comme la France. Et il faut bien constater aujourd'hui que malheureusement, ce qu'on a appelé l'ascenseur social est un peu grippé ou bloqué.
Or, c'est une aspiration légitime de chaque père de famille ou de chaque mère de famille de se dire est-ce que mon fils, est-ce que ma fille va connaître des conditions de vie meilleures que moi, ou aussi bonnes que moi? Comment va-t-il s'intégrer dans la société? Cette question, aujourd'hui, malheureusement, taraude beaucoup de nos concitoyens. Il faut donc agir pour que tous nos jeunes puissent s'insérer dans la vie et profiter de cet ascenseur social. C'est particulièrement vrai ici, en Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, un jeune sur deux en Outre-mer est au chômage. En métropole, c'est 1 sur 5. Il y a là une inégalité, une inéquité qui n'est pas supportable à long terme et il faudra donc se donner les moyens de la faire reculer. Comment? C'est compliqué. D'abord, l'éducation. Tout commence là. Il faut mettre le paquet sur l'éducation dès le plus jeune âge pour qu'on ne se retrouve pas au bout de quelques années en situation d'illettrisme. J'ai proposé qu'on allège les effectifs dans les classes maternelles ou dans les CP, qu'on rattrape ceux qui décrochent le plus vite possible, qu'on diversifie la formation en fonction des capacités des enfants, qu'on ne traite pas tout le monde de la même manière, bref, qu'on mette davantage d'efficacité dans notre système éducatif. Il faut ensuite, pour donner à nos jeunes le maximum de chance, les accompagner au moment où ils vont choisir leur insertion professionnelle. Et là, je voudrais vraiment que les choses changent et que nous fassions tous ensemble de l'apprentissage et de la formation en alternance une grande cause nationale. Nous le disons tous depuis des années. Dans le discours politique, de la droite comme de la gauche, on entend dire l'apprentissage c'est formidable parce qu'un jeune à l'apprentissage, il a beaucoup plus de chances de trouver du boulot à la sortie de son apprentissage que quelqu'un qui suit des filières générales. Sauf que, malgré tout ce que nous disons, le nombre d'apprentis baisse. Et donc on ne peut pas se résigner à cette dégradation. Il faut mettre là aussi le paquet pour que ces filières puissent être ouvertes davantage à nos jeunes. J'y reviendrai tout à l'heure en réponse à vos questions, si vous le souhaitez. Il y a des blocages culturels dans les familles, il y a des blocages culturels dans l'éducation nationale, il y a des difficultés dans les entreprises et chez les maîtres d'apprentissage, c'est essentiel. Je veux aussi qu'on revoie les conditions d'entrée dans l'enseignement supérieur. Nous avons en France un tabou qui est la sélection. Pas de sélection. Avec le bac, on peut aller à l'université et s'inscrire où on veut. Presque. Résultat, sélection par l'échec. 50 à 60% des jeunes qui commencent une licence ne la réussissent pas. Et ensuite, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Et si vous prenez un titulaire de bac pro qui va à l'université pour faire une licence, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, son taux d'échec prévisible est de 95%. On ne peut pas laisser continuer à faire ça. Il faut donc orienter de manière plus sélective nos jeunes pour les pousser, par exemple, vers un BTS, qui est une très bonne filière, ou dans un IUT. Pour faire un DUT, l'orientation à l'entrée de l'université sera pour moi une priorité. Et puis il faut accompagner les jeunes les plus éloignés du marché de l'emploi, qui nécessitent une action particulière. Le SMA, le service militaire adapté, est une très bonne formule. Et je souhaiterais qu'on puisse la développer partout dans nos Outre-mer. Enfin, ma troisième priorité, je ne voudrais pas être beaucoup plus long, après l'autorité de l'État, après les chances à redonner à notre jeunesse, c'est évidemment de renouer avec le plein emploi. Et pour cela, de faire confiance à nos entreprises. Le plein emploi, c'est pas une chimère, c'est pas un rêve, pas une illusion, ça existe. 2 grands pays autour de nous en Europe, qui ne sont pas fondamentalement différents de nous, je pense à l'Allemagne et à la Grande-Bretagne, sont en plein emploi. Ils ont un taux de chômage de 4 à 5%. Il y a toujours des gens qui quittent un emploi pour en retrouver un autre. Et donc 4 à 5%, c'est le plein emploi. Nous sommes à 10. Et nous n'arrivons pas à faire reculer ce taux de chômage. Bon, parfois quelques baisses mensuelles liées souvent au nettoyage des statistiques, mais il n'y a pas de recul véritable du chômage. Pourquoi? Parce que, me semble-t-il, nous avons fait 2 erreurs majeures. Nous avons dit on va partager le travail. Voilà, il y a une quantité de travail, donc on va couper des morceaux un peu plus petits pour en distribuer à tout le monde, sauf que le travail, c'est pas un truc fini, ça se crée. Hein. Plus on travaille, plus on crée de la richesse, et plus on crée de la richesse, plus on crée des opportunités d'emploi. Et puis on a pensé aussi que c'était en multipliant les emplois aidés par des subventions qu'on allait y arriver. Ben, ça ne marche pas non plus, parce que ce n'est pas des emplois durables ni productifs. Les créations d'emplois, ce sont les entreprises, les artisans, les commerçants, les TPE, les PME, les start-up, et même les entreprises de taille intermédiaire. C'est de là que vient la création d'emplois. Et ce sont ces créateurs d'emplois-là qu'il faut remettre en situation de compétitivité, de croissance, d'investissement pour qu'ils créent des emplois. Comment? Et ce sera évidemment un grand défi du prochain quinquennat. Je pense que nos entreprises ont besoin de 3 choses, fondamentalement. D'abord, de stabilité. On n'investit pas
quand on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. On n'investit pas quand la règle fiscale change tous les 6 mois ou tous les 2 ans ou à chaque loi de finances. Et donc, je ferai une loi de programmation fiscale sur 5 ans qui permettra de dire à tous les opérateurs économiques, voilà la règle du jeu qui va s'appliquer dans les prochaines années, et donc allez-y, investissez. Il faudra, dans cette loi de programmation, prévoir des allègements fiscaux, parce que depuis 2012, à la fois les entreprises et les particuliers ont été matraqués fiscalement. Je prévois donc de transformer le CICE en baisse de charges, 0 charge sur le SMIC, pour faciliter le recrutement de l'emploi peu qualifié, et puis de transférer une partie du financement de la politique familiale sur un autre impôt qui pourrait être la TVA compétitivité. Voilà pour la stabilité. Ensuite, de la liberté. Partout où je suis passé, j'ai entendu les patrons me dire « on n'en peut plus ». On est dans un corset de règles, de normes, le code du travail, mais pas que, le comportement de certaines administrations qui considèrent a priori l'entreprise comme coupable. Il y a des comportements quand même tout à fait extraordinaires. Nos paysans là-dessus sont particulièrement sensibles. L'un d'entre eux me disait encore qu'il a vu arriver un jour, pour vérifier si les normes agro-environnementales étaient bien respectées, la police de l'eau, pistolet à la ceinture. Voilà. Donc on débarque dans une ferme avec armée. Je pensais que c'était réservé aux électeurs de M. Trump. Non, non, ça se passe en France aussi. Donc ça crée la confiance tout de suite. Je dis voilà, on est vachement en confiance. Non, il faut que certaines administrations soient là pour aider l'entreprise à respecter les normes, naturellement, mais pas pour les punir a priori, comme si elles étaient toutes coupables. Voilà ce que j'entends par davantage de liberté et de souplesse pour nos entreprises. Il faudra aussi revoir certaines dispositions du Code du travail. J'entends souvent des patrons de PME me dire « je n'embauche pas alors que je pourrais le faire, parce que si demain j'ai des difficultés pour ajuster mes effectifs, alors c'est la croix à la bannière, je ne sais pas combien de temps ça va durer, ni ce que ça va me coûter ». Et donc moi je propose d'inscrire dans la loi ce que c'est qu'un motif réel et sérieux de licenciement économique, par exemple une baisse du chiffre d'affaires ou la perte d'un client majeur, et à partir de là, le contrat de travail peut s'y référer sans que ce soit le juge qui interprète si effectivement il y a lieu à licenciement économique ou pas. Et puis enfin, je voudrais que nos entreprises aussi redeviennent le lieu du dialogue social. C'est pour ça que je propose que la durée du travail soit discutée dans les entreprises dans le cadre du dialogue social, et que l'accord d'entreprise, c'était plus ou moins prévu dans la loi travail qui sera peut-être adoptée à coup de 49.3, ce sera le 3e, je crois, qui prouve la crédibilité du gouvernement dans sa majorité parlementaire. Donc j'ai proposé que cette disposition soit aussi inscrite dans la loi et qu'on barémise les indemnités des prud'hommes. Cette nécessité de redonner, oui, dialogue social aussi, et je voulais dire aussi un dialogue social dans une entreprise qui traite bien ses salariés. Je disais tout à l'heure que j'étais attaché au gaullisme. Le gaullisme, c'est aussi la participation, l'intéressement. Et moi, je pense qu'il faut relancer massivement l'actionnariat salarié pour que les salariés deviennent copropriétaires de leur entreprise. Ça changera l'état d'esprit dans beaucoup de cas. Pour en revenir à nos outre-mer, ce sont des territoires où il faudra donner un nouveau souffle aux économies, bien sûr, qui peinent. Et pour en venir à la Nouvelle-Calédonie, je voudrais dire un mot, évidemment, de ce qui est une de vos préoccupations. À égalité peut-être avec le débat institutionnel, je veux parler de la situation économique et bien sûr du nickel. J'ai consacré beaucoup de temps, Dominique a des témoins depuis mon arrivée, à mieux comprendre la situation de ce secteur. J'étais à midi à la SLN où j'ai été accueilli par l'ensemble de l'équipe qui m'a fait visiter l'usine. J'ai ensuite rencontré toute une série d'acteurs du secteur, y compris des petits mineurs, comme on dit. Demain, je serai dans les îles du Nord, donc j'ai essayé de bien comprendre ce qui se passe. J'ai bien compris que pour vous, c'était essentiel que ce secteur industriel pèse dans votre économie un poids tout à fait considérable en termes de chiffre d'affaires, en termes d'emploi surtout, et que donc il faut tout faire pour qu'il puisse traverser la crise conjoncturelle qu'il connaît aujourd'hui. L'État a pris ses responsabilités vis-à-vis de la SLN, en annonçant un prêt important de 200 millions d'euros, Eramet suit à hauteur de 150 millions d'euros. Ça va permettre à cette entreprise de passer la période la plus difficile, à condition bien sûr qu'elle fasse des progrès de productivité et qu'elle applique son plan de performance aussi. Et ça, c'est vraiment la règle du jeu. Qu'en sera-t-il de l'usine du Nord, de l'usine du Sud? Je crois que c'est un sujet sur lequel il faut aussi que nous nous mobilisions et que l'État se mobilise, parce qu'on ne peut pas se permettre de voir ces usines mettre la clé sous la porte, bien sûr.
Et puis au-delà de la crise conjoncturelle, qui forcément cessera un jour, hein, on a besoin de nickel dans l'économie mondiale, donc ça reviendra un jour. Il faut aussi que la Nouvelle-Calédonie définisse une stratégie de long terme en matière d'industrie minière et d'industrie du nickel. Et là, il y a du progrès à faire, parce que si j'ai bien compris, il y a plusieurs visions de cette stratégie. Voilà un domaine aussi sur lequel il va falloir travailler. Parce qu'il faudra aussi que, dans la perspective de 2018, on soit capable de se mettre d'accord sur cette stratégie de long terme dans laquelle l'État devra être présent et dans laquelle les Calédoniens devront aussi assumer des choix et fixer des objectifs. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire au titre de cette lucidité et de cette nécessité de faire des réformes. Et je vous ai dit que mon deuxième maître mot, c'était l'espérance. Et je voudrais terminer par là. Parce que les réformes, je sais que c'est difficile. C'est difficile à vivre. Vous me poserez peut-être la question tout à l'heure, comment allez-vous y arriver? C'est facile nulle part. M. Obama, il a eu beaucoup de mal à faire sa réforme de l'assurance maladie. M. Schröder, en Allemagne, il a fait des réformes, mais il a perdu les élections, et d'autres. Donc c'est vrai qu'en France, c'est difficile. Il va falloir convaincre nos concitoyens que faire des réformes, c'est utile. C'est pas fait pour punir, c'est faire au contraire pour préparer un avenir meilleur. Et cet avenir meilleur, il est à notre portée parce que la France a des atouts forts. Et je l'ai dit en commençant tout à l'heure, si je me présente, c'est parce que je crois aux atouts de la France. Ils sont nombreux. Nous restons une grande puissance. Nous avons une démographie positive. Nous avons de belles infrastructures. Nous sommes un pays qui compte, même si notre voix est devenue aujourd'hui un peu inaudible. Et puis nous avons surtout des ressources humaines fantastiques. Une jeunesse qui a l'esprit d'entreprise. Et donc si on libère tout ça, je suis convaincu que la France peut retrouver le chemin du progrès. Et donc pour cela, il faut lui fixer un cap. Lui donner une espérance, précisément, montrer que les réformes servent à quelque chose pour aller vers où? Bien, ce que je voudrais faire avec vous, c'est que tous ensemble, nous retrouvions la fierté d'être Français, la fierté d'appartenir à ce grand pays sur la scène mondiale, et puis le bonheur de vivre ensemble. Vous avez parlé, cher Philippe, tout à l'heure de l'identité malheureuse, c'est peut-être ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je ne vais pas promettre aux Français d'être malheureux demain. Je vais leur dire, essayons d'être heureux ensemble. Retrouvons le chemin du bonheur de vivre ensemble. Et pour cela, acceptons notre diversité. La France, c'est peut-être son image de marque ou sa marque d'identité, est un pays divers. Nous ne sommes pas tous pareils, nous n'avons pas tous la même couleur de peau, les mêmes origines, la même religion. Il faut l'assumer. C'est une chance, c'est une force, bien sûr. À deux conditions, c'est que nous ne tombions pas dans le communautarisme, c'est-à-dire que chacun ne s'enferme pas dans son coin, et d'autre part que nous ayons quand même quelque chose en commun. Parce que si on n'a rien en commun, si on a que des différences, ça ne fait pas un pays, naturellement. Et je crois que nous avons beaucoup de choses en commun. Nous avons une histoire, nous avons des valeurs, celles de la République, bien sûr, nous avons un certain nombre de principes fondamentaux. J'évoquais tout à l'heure l'égalité entre les femmes et les hommes, qui pour moi est un de ces marqueurs de notre bien commun. Eh bien, je pense que d'un certain point de vue, la Nouvelle-Calédonie pourrait être le modèle de cette harmonie retrouvée, en assumant d'un côté ses différences, parce que vous n'êtes pas tous pareils, hein, tombe sous le sens, mais en même temps, je pense que vous pouvez retrouver quelque chose qui vous rassemble. Et peut-être, on verra avec le référendum, dans ce qui vous rassemble, l'attachement à la France, hein, et la volonté de rester dans la France. Voilà un peu ce que j'attends par l'identité heureuse, assumant notre diversité dans le bonheur de vivre ensemble, et fondons beaucoup d'espérance sur ce qui se passera ici pour nous montrer que c'est possible. Vive la Nouvelle-Calédonie, vive la République et vive la France!